Bonjour à tous, bienvenue du coup à cet événement organisé par Miral, spécialiste de l'isolation par l'extérieur, spécialiste français de l'isolation par l'extérieur. Merci d'être présent pour assister du coup à cette table ronde intitulée « Comment les nouveaux bâtiments tertiaires, et en l'occurrence ici un bâtiment d'enseignement, peuvent allier usage des occupants et enjeux environnementaux et esthétiques ?» C'est la question du jour, illustrée par le nouveau siège de Totem Formation, ici à Cesson-Cessigné. Alors, à l'issue des échanges, je vous inviterai du coup à poser vos questions, si vous en avez, pour apporter vos remarques du coup à nos différents invités. On pourra ensuite prolonger les débats du coup autour d'un cocktail prévu à cet effet. Alors, pour aborder cette thématique des défis posés par les nouveaux bâtiments tertiaires, nous avons ce soir avec nous Julien Bagnard, directeur de Miral. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Valérie Maleuve, qui est créatrice et directrice de Totem Formation. Bonjour Valérie. Bonsoir tout le monde. Stéphanie Desloges, chargée de mission accompagnement des entreprises à Rennes Métropole. Bonsoir. Sylvain Prima, architecte associé au sein du cabinet MEC Architecture. Bonsoir. Et puis Franck Hardy, directeur du groupe Isor Grand Ouest. Bonsoir à tous. Pour débuter cette table ronde, intéressons-nous à Totem Formation, à ce nouveau bâtiment du coup qui a ouvert en septembre, c'est tout récent. Et du coup Valérie, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Totem Formation ? Donc Totem Formation est un centre de formation que j'ai créé en 2011. On a fait notre première rentrée en janvier 2011 avec 36 étudiants. Donc on a eu la chance de pouvoir développer le projet avec le développement de l'alternance, puisque nous sommes pro-alternance et nous avons majoritairement des apprentis dans l'école. Aujourd'hui, Totem, c'est une école de 500 étudiants donc, qui sont en alternance, ce qui fait que ces 500 étudiants se croisent et on a simultanément 200 à 250 étudiants. Nos formations sont basées sur les métiers du commerce, du marketing, management, communication, assistant de gestion, RH, tous les métiers transverses qui permettent d'accompagner les entreprises dans tous les secteurs d'activité. Alors du coup, ce nouveau bâtiment est installé ici, sur la ZEC du Chêne-Morand. Stéphanie Desloges, du coup, quel est le cadre justement au sein de Rennes Métropole de l'installation d'un tel bâtiment ? Le cadre est celui effectivement de la ZEC du Chêne-Morand qui a une histoire assez particulière en termes d'aménagement, cette zone d'activité. Les travaux ont démarré au printemps 2021 avec notre aménageur qui est Territoire. C'est une zone d'activité qui a été étudiée aussi de façon particulière. Sa particularité, c'est qu'on a un hameau qui est au centre de cette zone d'activité sur lequel il y a eu pendant un certain temps de très nombreux échanges avec les habitants, ce qui a permis aussi de renforcer la volonté de la collectivité qui était déjà d'en faire une zone d'activité avec un aménagement paysager important. Donc c'est une zone d'activité qui représente à peu près 23 hectares. 14 hectares c'est cible, mais il faut savoir qu'il y a à peu près 4 hectares d'espace paysager. Il y a eu plus de 500 arbres plantés, 10 000 arbustes. Donc l'idée était aussi d'offrir une qualité paysagère qui soit agréable pour les entreprises, pour leurs occupants, et puis qui permette aussi d'être un lieu de vie aussi pour les personnes qui ne sont pas nécessairement au quotidien au sein de cette zone d'activité. Et alors les enjeux pour vous de cette zone d'activité ? Les enjeux, c'est d'avoir une zone d'activité qui soit agréable pour tout le monde, qui soit un lieu de vie aussi au quotidien pour les entreprises, pour les habitants, pour les gens qui vont se balader, faire leur footing. Et puis c'était aussi de travailler sur les enjeux d'optimisation foncière et de paysage, de sujets énergétiques. On y viendra peut-être tout à l'heure avec le photovoltaïque. Et puis de pousser les ambitions paysagères, puisque le cahier de prescription de la ZAC du Chêne-Morand était déjà à l'époque assez prescripteur sur ces demandes d'aménagement, de construction. Donc un cadre déjà bien tracé par Rennes Métropole. Et alors du coup, du côté de Totem Formation, quels étaient les enjeux ? Quel cadre, vous, de votre côté, vous avez souhaité dresser ? Nous, on a pour objectif d'accompagner nos étudiants dans un environnement où on essaie de favoriser le bien-être au travail. Donc je parle des étudiants parce que comme ils sont en alternance, il est compliqué pour eux de suivre les formations puisque l'alternance demande beaucoup d'implication.
puisqu'on demande beaucoup à l'étudiant en entreprise et au centre de formation. Et ça permet aussi de s'approprier les lieux, d'avoir un cadre de vie qui est agréable. Ça permet aussi aux formateurs et aux permanents qui travaillent ici, qui font partie de l'équipe, de pouvoir vivre dans un environnement où on se sent bien. Et ça, c'est très important dans le fonctionnement de l'entreprise. Le bien-être au travail est très important dans notre dynamique. Donc on voit un cadre dressé par Rennes Métropole, des attentes et un cahier des charges du côté de la maîtrise d'ouvrage. Alors je me tourne vers Sylvain Prima. Comment on met tout ça en musique et comment on fait coïncider toutes ces contraintes ou en tout cas tous ces cadres? Les premières à prendre en compte, c'est celle de Valérie de Totem Formation, c'est de retrouver un cadre agréable à l'intérieur. Un fonctionnement qui fasse que tout le monde se sente bien dans le bâtiment. Et après, on a les contraintes de la ZAC et notamment ce côté environnemental qui est à prendre en compte. Donc, on avait des éléments qui étaient imposés, qui étaient les surfaces d'espace vert, d'avoir un minimum de parking. Et si on en avait un maximum qui soit quand même, assez vert. Et après, on avait les contraintes aussi sur le bâtiment en lui-même, avec son emplacement sur la parcelle, avec des volumes bâtis qui étaient bien définis aussi, dans le cadre qui était celui de cette ZAC-là, mais qui était plutôt approprié pour des bâtiments artisanaux ou industriels. Donc c'est vrai que le bâtiment Totem Formation ne respecte pas trop la typologie, mais on a quand même réussi à mettre ça en avant, à mettre en avant aussi l'ouverture de Totem sur la ZAC, en travaillant sur un volume qui est un peu plus ouvert au niveau du foyer, qui se retrouve sur l'anneau, qui est totalement vitré. Mettre en avant aussi des matériaux biosourcés. On a du bois en bardage à claire-voie. Et ensuite, on a travaillé sur la partie bâtiment, où on se retrouve avec des salles de formation. Donc il y a 18 salles de formation réparties sur 2 niveaux, au rez-de-chaussée et au 2e étage. Et on a une zone d'administration qui se trouve au cœur du bâtiment, on va dire, au niveau 1, et qui fait l'intermédiaire entre tous ces étudiants qui montent, qui descendent et qui ont besoin nécessairement aussi d'aller voir les personnes d'administration, d'aller voir leurs formateurs. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le bien-être des salariés, des formateurs, des étudiants, et tout ça, ça a l'air de aujourd'hui bien fonctionner sur ce début d'année, on va dire. Donc c'est ce qui a donné un peu cette forme à ce bâtiment-là et ce retour-là aujourd'hui. Alors justement, si on revient à la thématique de la table ronde, quelles sont les clés de la prise en compte des usages des occupants? Alors, juste une petite chose, j'ai parlé du biosourcé, on va parler aussi du recyclé, d'où votre présence ici, la présence de Miral, mais voilà, on a travaillé aussi avec le produit Miral parce qu'on est sur un produit qui est à 50% recyclé, qui rentre aujourd'hui aussi dans le cadre du référentiel bas carbone qui a été mis en place l'année dernière sur Rennes Métropole, si je ne dis pas de bêtises, donc là-dessus on avait pris un peu d'avance. Et ce qui est plutôt agréable aujourd'hui, on a un bâtiment qui est isolé par l'extérieur et qui du coup est très confortable sur les premiers retours, premier été là déjà. Donc ça c'était très important et ça faisait partie aussi des points importants pour Valérie. Alors justement, vous mettez déjà un pied dans la façon dont on prend en compte les usages des occupants et dans la conception du bâtiment en tant que tel, finalement, comment on répond à ces enjeux-là? Parce qu'on voit que ça vit bien, en tout cas sur ces premières semaines. Comment on fait en sorte justement d'intégrer les usages? Comment on fait en sorte? C'est de la discussion, c'est des échanges avec les équipes de Totem, avec Valérie, c'est des échanges aussi en interne, nous, avec l'équipe de conception, que ce soit l'équipe Make Architecture et Cirtec en maîtrise d'œuvre. Et puis c'est des échanges au moment de la conception sur un fonctionnement au départ qui est celui d'un bâtiment existant, les retours d'expérience, des esquisses qui sont présentées, puis après d'essayer de trouver justement cette idée d'avoir cette administration au cœur du bâtiment et qui permet aujourd'hui sur les retours que Valérie m'a fait tout à l'heure, mais de montrer que tout le monde se promène dans le bâtiment, que ça vit, que l'accueil en bas comme ça, partie centrale aussi, permet à tout le monde de passer au même endroit, contrairement à ce qui se passait avant, et donc du coup d'amener de la vie en permanence et d'avoir des espaces agréables aussi comme la cafétéria. Enfin voilà, une terrasse aussi au niveau du premier étage qui fait le tour du bâtiment. Ça permet au personnel, aux salariés d'avoir un espace extérieur pour s'extirper un peu du bureau de temps en temps et sans forcément aller en salle de pause. Voilà. Et puis d'avoir un espace agréable qui restera aménagé par la suite, mais voilà, qui est quand même
plutôt agréable et qui n'est pas donné à tout le monde, je pense. Valérie, du coup là on parle d'usage, il faut aussi parler de l'esthétique. J'imagine que vous vouliez aussi un bâtiment du coup, qui soit un peu totémique, pour reprendre le nom de l'entreprise. Du coup, il faut que ça véhicule l'image. Quelles étaient vos attentes en termes justement esthétiques? Et après, peut-être on posera la question à Sylvain, comment il a pu répondre à ça? Donc moi, j'avais au-delà du cahier des charges, tant de salles de classe, tant de le local ménage, le local archive, enfin voilà, tout le standard finalement. J'ai dit à Sylvain, je voudrais un bâtiment où il y a de l'échange, où il y a de la communication, de la lumière, du confort, que ce soit chic, élégant sans être ostentatoire, petit clin d'œil. Et voilà, et puis je lui ai donné la patate chaude et je lui ai dit maintenant, trouve des idées. Et donc il a imaginé par rapport à notre fonctionnement le bâtiment, et il est arrivé justement avec ce bâtiment qui reprenait un peu toute cette surface vitrée qui donne du confort au quotidien, parce que on a de la lumière en permanence. Le soleil se levant à l'est, on reçoit la lumière, il circule, on le prend au sud et après à l'ouest. Donc on a tout le temps cette luminosité, et ça joue énormément sur le fonctionnement des personnes en fait, qui apprécient. On entend régulièrement nos étudiants dire « Oh c'est top !» Comme il fait tout le temps beau en Bretagne, c'est top, on a le soleil en permanence. Mais c'est vraiment un confort, si des fois il y a un petit peu une petite couche nuageuse, on a toujours de la luminosité dans le bâtiment, et ça c'est des choses qui sont hyper importantes. Et quand on regarde le bâtiment, on a un mélange de moderne et de concret. Pour le mur on disait tout à l'heure, mince, j'ai oublié mon mot. Ça donne de l'âme au bâtiment, et je trouve que ce bâtiment, en étant très moderne, il a une âme, il a un caractère, et ça correspond à notre image, parce qu'on a une identité et on arrive à se projeter dans le bâtiment, et l'esthétique est très importante, parce que je pense qu'on y est tous plutôt sensibles. C'est plutôt agréable d'aller dans un beau bâtiment. Nos étudiants, on a beaucoup d'étudiants qui sont orientés commerce, communication, et ce sont des gens qui sont aussi sensibles à l'esthétique, même les autres formations, et ça les incite à prendre soin de leur outil de travail. Du coup, ça génère un respect, et le tout est vraiment lié et crée une émulsion qui prend et qui est vraiment plaisante. Pour un architecte, une maître d'ouvrage qui présente de cette façon son travail, c'est pas mal. mais voilà, c'est vrai que l'idée, c'était de concevoir un bâtiment qui soit simple, avec une lecture très, très, très simple, assez épurée aussi. Tu disais tout à l'heure, pas ostentatoire, c'est pas notre type d'architecture, on va dire. On reste sobre, élégant, et voilà, le cahier des charges encore était assez strict sur la couleur des matériaux, sur l'usage de certains matériaux. On a pu un peu dévier sur le bardage, justement. Merci. Et du coup, oui, ça amène beaucoup d'élégance, je trouve. C'est traité de manière assez fine. Le bardage y est aussi pour quelque chose. Je pense que la trame du Miral nous a beaucoup aidé à calpiner aussi ce projet, et à rester très, je vais pas dire rigide, mais très, très sobre en tout cas dans l'écriture. Donc on voit une vraie signature et un vrai dessin sur ce bâtiment, mais c'est aussi un bâtiment qui est performant, qui est même très performant. Du coup, est-ce qu'on peut en dire un mot? Aujourd'hui, le projet se voulait être RT 2012. Au final, aujourd'hui, on est quand même sur un bâtiment qui est très bien classé RE 2020. Et si on prend la slide, je pense qu'il doit arriver un tout petit peu après, qui prend en compte tous les aménagements extérieurs, que ce soit les espaces verts, les surfaces d'enrobés, le fait qu'on soit sur un bâtiment en structure béton, le bardage, toutes ces choses-là, on se retrouve quand même avec un IC construction qui est, je pense, au-delà des 56% qui sont indiqués là, en dessous de l'IC construction max. Et en IC énergie, c'est pareil, on est plus de 70%, je pense, en dessous de la norme. Donc on est très très performant
sur ce bâtiment-là. L'enveloppe y est pour quelque chose. Le travail aussi de toutes les équipes sur ce projet y est effectivement aussi pour quelque chose. Comme on a pu se le dire tout à l'heure, je pense que ça a été un travail qui a été fait, qui a été initié par territoire, par Rennes Métropole. Et du coup, voilà, c'est une continuité et un respect du travail qu'ils ont effectué avant nous et sur lequel ils nous ont accompagnés aussi après. Donc c'était plutôt une bonne expérience et on en voit les chiffres là. Du coup, il y a aussi, on parle de performance, il y a aussi finalement une vraie prise en compte de l'aspect environnemental. Et du coup, c'était dans le cahier des charges. Finalement, il fallait que ça réponde finalement à votre politique RSE. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous parler de la politique RSE de l'entreprise et puis après voir comment on a matérialisé ça avec les différents partenaires. En étant centre de formation, il est important pour nous, en tout cas, c'est notre philosophie d'amener les étudiants vers ces thématiques, les sensibiliser. Normalement, ils le sont, mais en fait, ils ne le sont pas forcément. Donc, on essaie de les amener, les accompagner. On leur explique que là, on a beaucoup utilisé l'exemple du bâtiment. On a amené nos étudiants, quand il y avait la construction, visiter le bâtiment, on leur a expliqué les différents travaux qu'il y avait, le principe du bardage avec les explications des produits qui ont été recyclés pour construire les matériaux. L'idée étant de les sensibiliser à l'environnement pour que ça devienne naturel pour eux et qu'ils continuent dans la lignée. Et c'est aussi leur avenir et le nôtre, mais un petit peu moins pour moi, mais en tout cas pour eux, et on a vraiment à cœur de les accompagner, les sensibiliser et les former à la RSE avec d'autres ateliers que l'on fait nous en interne. Mais en tout cas, le bâtiment, il était important pour nous qu'il ait ce sens pour communiquer dessus et accueillir nos étudiants. Donc on voit ses engagements, je dirais ses convictions, et du coup Sylvain, après dans le choix des matériaux... Du coup ça s'impose un peu à nous de toute façon de se dire que si on veut être performant, on va partir nécessairement sur une isolation par l'extérieur. Donc on a un bâtiment isolé par l'extérieur, on a une vêture Miral dessus qui est pour le coup très performante. Là où on a du bardage à Clairvoie bois, on est en isolation aussi par l'extérieur en laine de roche, mais voilà, on a travaillé là-dessus. On a les panneaux photovoltaïques aussi qui représentent production d'énergie. On a 70% de la surface de toiture qui est couverte de panneaux photovoltaïques. Alors sur notre projet, c'était un peu plus compliqué puisqu'on a quand même quelques éléments techniques en toiture. Donc on a des parkings qui sont en partie des ombrières, sur une partie des stationnements. Donc, ensuite, on a traité aussi la partie de toiture du premier étage où on a donc les terrasses autour de l'administration qui sont végétalisées pour au-delà du confort visuel, mais aussi faire de la rétention des eaux pluviales sur le bâtiment lui-même. Donc voilà. Du coup, là, je me tourne vers Eisor et Miral l'industriel. Peut-être commencer par Eisor, du coup, l'entreprise qui est intervenue sur la façade. Du coup, Franck, pour vous, c'est un bâtiment qui est, je dirais, symbolique aussi de ce que vous faites, vous, une vraie référence pour vous, pour l'entreprise. Oui, alors tout à fait. Je ne sais pas si on a une petite slide pour illustrer un peu mes propos. Donc, déjà rapidement, c'était Eisor, donc on est 140 dans l'entreprise. On a un terrain de jeu sur tout le grand quart nord-ouest de la France. Et donc, nous faisons de l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc, on est engagé RSE. Alors, les RSE, en ce moment, c'est un mot à la mode. Mais chez nous, Eisor, ça fait vraiment partie de l'ADN depuis, je dirais, une bonne vingtaine d'années. Et donc, on a un label qui s'appelle Lucie 26000, qui est un label RSE. Et dans ce cadre-là, on a tout un ensemble d'actions, et notamment en particulier la partie sensibilisation de nos partenaires. Et là, sur ce dossier-là, on a déjà des partenaires qui sont très sensibles, donc c'était plus facile. Mais en tout cas, ça correspond bien à nos engagements, et notamment sur la baisse de l'empreinte carbone des bâtiments. On va voir sur la slide d'après. Voilà, il y a eu un petit décalage. En tout cas, ce que j'avais indiqué, c'était que ce bâtiment-là
on retrouve des valeurs RSE qui sont partagées. Et ça, c'était ça qui était intéressant. Et donc, un bâtiment, pour nous, on le voit qu'il a un impact positif pour nos salariés, parce que c'est valorisant pour eux de mettre en œuvre ce type de bâtiments qui sont esthétiques et puis qui sont durables avec des matériaux qui dans 40 ans seront encore debout. Donc ça c'est intéressant. C'est un impact positif aussi pour parce qu'on a des clients qui sont satisfaits, enfin je pense en tout cas, j'espère. Et donc ça c'est très valorisant aussi pour l'entreprise, mais pour nos salariés. Donc voilà. Et donc j'arrive sur la partie formation aussi. Le fait que ce soit un centre de formation, ça correspond bien à nos valeurs aussi. On a également nous en place des formations en interne. Et enfin sur la partie mise en œuvre, on est sur des matériaux qui sont donc je disais durables et très très rapides à mettre en œuvre. Donc on parle de 2,5 fois plus rapide qu'un bardage classique. Et donc pour nos salariés, ça permet de participer à la qualité de vie aussi au travail, parce que c'est moins difficile, c'est plus léger comme matériau. Et donc ça correspond bien à nos valeurs aussi. Et enfin vraiment sur la partie environnementale à proprement parler, chez nous, Isor, on fait des devis en euros, des devis en carbone, qui vont permettre à nos partenaires de faire les meilleurs choix. Et là, dans ce cadre-là, on a calculé les éléments et grâce notamment au produit Miral, qui a fait un gros travail sur son empreinte carbone, on va le voir après, eh bien on arrive à baisser de 40% l'empreinte carbone par rapport à un bardage métallique classique. Donc ça correspond bien aussi à nos valeurs. Des valeurs aussi sur le travail avec la réduction des déchets, le réemploi. Et puis pour aller plus loin, il faut qu'on travaille notamment avec Miral et les partenaires à la partie biodiversité, comment intégrer ces éléments-là dans les futurs projets. Donc ça c'est l'étape suivante, notamment sur les bâtiments de réhabilitation où il peut y avoir déjà des espèces existantes. Du coup, on le voit, une entreprise effectivement engagée du côté d'Isor et du coup qui a posé un produit finalement qui colle aussi à la problématique et aux enjeux du coup que souhaitait Madame Malœuvre et du coup Totem Formation. C'est Miral. Julien. Oui, effectivement, ce que je trouve vraiment singulier dans cette approche-là, au-delà des présentations individuelles, c'est qu'on est en train de vous montrer une équipe qui, de par l'organisation des territoires, avec ce qui s'est fait sur la ZAC, en passant par une maîtrise d'ouvrage qui veut porter les sujets RSE, avec un cabinet d'architecture, une maîtrise d'œuvre, une entreprise qui est dans cette démarche-là et un industriel qui met les bouchées doubles pour proposer un produit pertinent. En fait, aujourd'hui, c'est pas tellement la règle. Ça, souvent, il y a des démarches un petit peu isolées. On sent que les réglementations poussent pour aller là-dessus, mais c'est souvent vu un petit peu comme une contrainte. Nous, on essaie de l'amener d'une manière beaucoup plus vertueuse. Donc, c'est en cela vraiment que je trouve qu'il y a une belle synergie entre les différentes personnes et peut-être de quoi inspirer sur d'autres projets également, quoi. Après, sur la partie Miral, est-ce que tu veux que je présente maintenant ou il y a d'autres Peut-être, là, on a vraiment fait le focus sur ce bâtiment, sur cette référence. Si on élargit un petit peu la thématique, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment chacun, à votre niveau, que ce soit sur l'aménagement du territoire, sur la partie conception, sur la partie finalement entreprise engagée ou la partie industrielle, comment chacun intervient pour être dans cette lutte et faire baisser l'impact carbone. Peut-être au niveau de Rennes Métropole aujourd'hui, quels sont les efforts que vous menez justement pour être un acteur de cette démarche? Comme disait Sylvain Primat, alors le cahier de prescription de la ZAC du Chêne-Moran était précurseur en la matière, mais a été adopté depuis le référentiel énergie bas carbone qui s'applique sur la métropole à l'ensemble des nouvelles constructions ou réhabilitations, que ce soit en habitat ou en activité. Donc on initie le sujet sur l'activité. Comme vous disiez, c'est souvent vu comme une contrainte, mais on voit bien là au niveau des témoignages que ça permet aussi de
d'offrir des bâtiments de qualité, durables, avec des très bonnes qualités de travail, et qui sont aussi durables, qui c'est pas forcément un coût immédiat. Si voilà, on voit le bâtiment qui va moins consommer, qui va mieux vivre, qui va être plus agréable. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'appliquer sur l'ensemble de nos zones d'activité ce référentiel énergie bas carbone qui initie effectivement des matériaux biosourcés, des panneaux photovoltaïques, du réemploi de matériaux, et de vraiment pousser ces curseurs le plus haut possible. On sait finalement que c'est le cadre que vous imposez, vous les collectivités locales, qui fait avancer du coup la dynamique. Et vous sentez justement que ça prend, que par la force des choses peut-être Alors voilà, effectivement, ça prend par la force des choses. Les entreprises aujourd'hui, effectivement, qui ont aussi des réalités économiques, ont du mal à appréhender ces éléments-là sur la durée. Et de prime abord ne sont pas hyper enthousiastes, mais voilà, vous en faites la parfaite démonstration. C'est des lignes qu'il faut tenir, parce que de toute façon aujourd'hui on ne conçoit plus un bâtiment comme on le faisait il y a 10 ans, donc voilà, on n'a plus le choix. Donc ça va petit à petit se mettre en place, il n'y a pas de raison. Alors Sylvain, du côté de la maîtrise d'œuvre justement, on subit mais on applique, ou est-ce qu'on va plus loin? Non, alors après, nous, on n'est pas le seul décisionnaire. On a un maître d'ouvrage en face qui, en général, a des contraintes économiques aussi, et il faut qu'on en tienne compte. Donc, nous, on est plutôt contents d'avoir cette imposition-là de ce référentiel bas carbone sur Rennes, parce qu'on a déjà fait d'autres projets sur la métropole, et on trouve ça plutôt intéressant pour nous, quoi. C'est une nouvelle manière de concevoir, de penser la chose d'une manière architecturale, économique, et du coup ça nous différente, de trouver des nouveaux matériaux, travailler autrement, mais c'est un très beau challenge à chaque projet, et on se rend compte que même si on travaille pas sur la métropole rennaise, finalement ces petites choses là, on essaie de les mettre en place. Ça passe sur des bâtiments artisanaux, industriels, avec des charpents de bois, des matériaux biosourcés, comme on va travailler plutôt sur de la laine de bois, Watt, ou des choses comme ça, mais c'est petit à petit sur des bâtiments sur lesquels on n'avait pas du tout l'habitude d'employer ces produits-là, et aujourd'hui on se rend compte que en l'exposant bien à nos maîtres d'ouvrage, c'est des choses qui deviennent un peu normal, et puis ils s'y font. Alors on trouve économiquement, on trouve les solutions, mais ça marche plutôt bien, on le voit ici. On espère que Miral continuera, mais qu'il y en a d'autres qui viendront aussi sur le marché, pas forcément pour les concurrencer, mais pour avoir une offre plus complète aussi, et puis nous offrir d'autres possibilités de travailler, tout simplement. Du coup, on sait aussi finalement la responsabilité des entreprises là-dedans. Vous êtes Isor vraiment moteur, c'est un vrai engagement que vous avez. Du coup, pour vous, finalement, aller plus loin dans la décarbonation, ça part de quoi? Et finalement, cette dynamique, elle doit s'enclencher comment? Alors, sur la partie, c'est vrai qu'avant, quand on parlait d'environnement, on parlait principalement des déchets il y a encore quelques années. Et c'est vrai que le fait d'avoir, nous, on s'est approprié les calculs carbone, et notamment par la réalisation de nos bilans carbone. Pour la petite histoire, c'est 90% de notre empreinte carbone, c'est ce qu'on achète. Donc c'est les matériaux qu'on va mettre en œuvre. Donc on s'est dit comment on fait pour faire baisser ces achats. Alors on challenge nos fournisseurs, et ça bouge, donc ça c'est bien. Mais on sensibilise aussi nos maîtres d'ouvrage et nos maîtres d'œuvre par des petites formations, par justement s'approprier ces chiffres. Et comme je disais tout à l'heure, donc les fameux devis carbone, mais le fait de connaître les chiffres nous permet justement de faire les meilleurs choix. Et souvent, on essaie, quand on peut, de proposer des variantes à la fois en euros, mais à la fois aussi en carbone. Et puis, ça passe par la sensibilisation de nos équipes. Par exemple, dans les achats, on va de plus en plus avoir la colonne euro, mais bien sûr la colonne carbone, et on en tient de plus en plus compte dans nos achats. Et finalement, le rôle de l'industriel là-dedans, c'est de proposer des solutions qui vont coller et qui vont répondre aux différents besoins. Et du côté de Miral, vous avez engagé une vraie démarche de baisse de l'impact carbone. Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter cet engagement-là? Le temps que tu lances ma présentation,
Je vais introduire un petit peu le sujet. Effectivement, nous, on est un produit à la base qui est fabriqué plutôt à partir de matériaux à connotation négative, on va dire. Aluminium, polyuréthane, PVC. Dans l'esprit, je dirais commun, c'est pas ce qu'il y a de plus biosourcé. Mais pour autant, la question qu'on peut se poser, c'est quel est l'avenir de notre entreprise pour les décennies qui arrivent. Et concrètement, on s'est dit, on a un impact aujourd'hui qui est plutôt moyen. On n'est pas dans les moins bons, enfin on n'était pas dans les moins bons, on n'était pas le meilleur. Comment est-ce qu'on peut faire pour proposer un produit vertueux, le plus décarboné possible ? Et du coup, c'est ce qu'on a engagé et on a revu complètement le modèle économique de notre entreprise. C'est ce que je décris ici. Aujourd'hui, la raison d'être de Miral, c'est clairement par l'isolation des bâtiments. Miral lutte contre le changement climatique tout en augmentant la qualité de vie des usagers des bâtiments. On a quand même été créé en 1987. On est un fabricant de façades isolantes décarbonées en neuf et en rénovation. Et ce virage-là, il paraît un petit peu anodin, mais il faut l'amener auprès des comités de direction. Donc moi, je fais partie de la génération qui a eu ces prises de conscience-là. Qui ont pu évoluer au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je dirige l'entreprise et donc j'ai pu amener ces critères-là au premier plan. Une représentation rapide, mais c'est un produit qui fait donc 50 cm de largeur, qui peut faire jusqu'à 14 mètres de long, qui va se poser en fait directement sur le mur, donc sans utiliser d'ossature. Quand on sait que l'ossature aujourd'hui c'est un tiers de l'impact carbone sur une façade. Aujourd'hui, bien souvent, elle n'est pas comptabilisée, mais on l'a fait et on se rend compte que le fait de ne pas mettre d'ossature, on pose 2,5 fois plus vite, comme le précisait Franck. On réduit l'impact carbone nativement d'un tiers, déjà pour commencer. Et en plus de ça, on supprime l'effet cheminée, et donc on a un bien meilleur comportement vis-à-vis du feu. Donc c'est des approches un petit peu nouvelles aussi qu'on a amenées. Finalement avec une forme de sobriété parce qu'on ne produit pas 50 millions de produits différents. On a un panneau qui fait 50 cm de large, qui va faire une longueur variable et qui va s'adapter sur chaque projet et qui va présenter des rendus esthétiques typiquement d'un claire-voie à un joint debout en passant par des façades comme celle-ci. Alors pour le coup, le claire-voie qui a été mis là n'est pas avec nos produits derrière, mais entre-temps on propose une innovation justement où l'idée est d'amener des rendus comme celui-là pour couvrir toujours plus de potentiel esthétique. On ne va pas travailler avec un isolant, mais avec plusieurs isolants qui s'adaptent en fonction des projets. S'il y a une contrainte feu, s'il y a une contrainte carbone encore plus poussée, s'il y a un besoin d'utiliser encore plus de matériaux recyclés, on propose des solutions un petit peu à la carte. Et puis surtout, on va s'adapter à tout type de support, donc du béton, maçonnerie, briques, construction ossature bois. Ça paraît rien, mais en fait, sur un projet, il faut qu'il respecte les normes feu, il faut qu'il respecte les normes incendie, il faut qu'il respecte les normes choc, il faut qu'il ait un impact carbone certifié sous un avis technique valide. Donc en fait, il y a tout un contexte en arrière-plan qui favorise je dirais le développement d'un produit comme le nôtre en tant qu'industriel. Et tout ça, c'est ce qui se passe derrière l'industriel pour proposer un produit performant. Mais ce qui est là, je vais rentrer plus dans le détail de la partie décarbonation, mais avoir un produit qui est performant d'un point de vue industriel, en fait, ça suffit plus aujourd'hui. Il faut qu'on puisse avoir un produit qui joue un rôle dans le bâtiment sur le temps long. Et aujourd'hui, dans la hiérarchie des risques qui est en train d'évoluer, le risque lié au changement climatique, il est arrivé au premier plan. Et donc, en plus de ça, il faut que le produit soit décarboné. Et donc, c'est là que tout s'imbrique. On a le cadre qui est porté par l'État, par les métropoles, par les collectivités. On a les maîtrises d'ouvrage qui sont sensibilisées à ces sujets, qui veulent y aller. La maîtrise d'œuvre qui active tous ces rouages-là. Même les entreprises de pose, mais Isor est quand même une exception. Il n'y en a pas beaucoup comme Isor en France qui sont si engagés. Mais derrière, qui fabrique ? C'est les industriels.
Et quand Franck dit que 90% de son impact carbone, c'est les matériaux qu'il emploie, et ben vous allez voir, nous, c'est exactement la même chose. Donc on a commencé par une première étape qui était de comprendre où se situe l'impact. Et en fait, bien souvent, on veut proposer les solutions avant d'avoir compris le problème. Donc nous, on s'est dit, ok, on a un produit qui est plutôt à la base moyen. Comment on peut faire pour s'améliorer ? On va regarder où est notre impact. Et là, tu vois, Franck, c'est la même approche. 90% de l'impact, c'est nos matières premières. 10% de notre impact, c'est les livraisons, le transport, l'énergie nécessaire à fabriquer le produit. Donc une fois qu'on a dit ça, si on veut réduire l'impact carbone, il faut qu'on aille chercher des gisements ou des améliorations sur les matières premières. Et là-dedans, on se rend compte que 70% c'est l'alu, 20% c'est la mousse isolante et 10% le PVC. Alors que bien souvent, on avait tendance à mettre la mousse polyuréthane. Souvent, on dit c'est la mousse, elle n'a pas un bon impact. En fait, sur un produit comme le nôtre, c'est surtout l'alu qui a un impact important. Pourquoi ? Parce que l'alu, il faut aller le chercher à l'autre bout du monde, il faut creuser dans des mines de bauxite, il faut le faire passer dans des fours. C'est extrêmement compliqué à produire, même si esthétiquement c'est bien. Et on se rend bien compte que c'est sur ce volet-là qu'on a dû progresser. Donc on a commencé par tout compter, tout objectiver, faire des scénarios. Si on réduit, si on augmente le pourcentage de recyclé dans le parement, dans l'isolant, dans les rives, comment est-ce que ça se traduit et quel est le gain carbone qu'on peut avoir ? Donc ça, c'est plus sur la partie méthode. Et on est arrivé à 3 constats majeurs. En fait, le premier constat, c'est très simple, il faut qu'on travaille sur nos matières premières. C'est pas en mettant toute notre flotte de transport en électrique ou des panneaux solaires sur notre toiture qu'on allait changer notre impact. Donc le premier point, c'est travailler sur les matières premières. Ensuite, on s'est dit, si on travaille sur des matériaux recyclés, il faut qu'on utilise des produits qui sont dits de post-consommation. Post-consommation, c'est des produits qui ont fait leur vie. Typiquement, c'est pas forcément des produits de déchets industriels. C'est vraiment des produits qu'on fait toute leur vie, par exemple dans le bâtiment. Et puis troisième point, on ne peut pas faire tout ça si on ne pense pas à la fin de vie du produit. Il faut penser à sa déconstruction et la recyclabilité de ce produit. Et en fait, on a eu une prise de conscience à la fin de cette étape de compréhension de départ, qui était que le gisement dont on avait besoin, aluminium, plastique, parce que la mousse isolante, elle est faite à partir de matériaux plastiques, et PVC, en fait, elle était dans nos poubelles. Il suffit de regarder dans n'importe quelle poubelle, de n'importe quel foyer ou établissement, peu importe, vous allez trouver des canettes, des bouteilles. Aujourd'hui, il y a seulement 8% du plastique mondial qui est recyclé. Rien que le fait de se tromper de bac de tri quand vous jetez votre canette, c'est ça qui explique qu'il y a 50% de l'alu qui est en fait juste pas recyclé. Donc on s'est dit, c'est l'or dont on a besoin finalement, il n'est pas d'aller changer ou révolutionner notre produit, il est juste d'aller puiser là où il est, c'est-à-dire devant nos yeux. Et du coup, c'est pour ça qu'on a engagé des recherches de gisements, on a changé tous nos fournisseurs, enfin une bonne partie de nos fournisseurs. On travaille maintenant avec un fournisseur qui source ses produits à partir par exemple de canettes d'aluminium, de boîtes de conserve, de plaques d'immatriculation, de déchets de déconstruction, de bardage qui va être recyclé. Ça c'est pour la partie alu. Pour la partie mousse isolante, chaque mètre carré qu'on fabrique, il est composé d'à peu près 6 bouteilles PET recyclées. Et puis sur le PVC, je trouve que c'est la plus belle histoire parce que le PVC, on ne le trouvait pas directement dans nos poubelles, mais en fait indirectement, quand on voit le nombre de menuiseries PVC qui ont été montées sur des bâtiments depuis 20-30 ans, en fait elles commencent à être déposées. Et il y a un gisement incroyable de menuiseries PVC qui sont chaque jour collectées. Et pendant des décennies, elles étaient prises, elles étaient enfouies. Jusqu'au jour où une entreprise qui s'appelle VK, je les cite parce qu'ils ont fait vraiment un travail exceptionnel depuis plus de 20 ans. Ils ont construit toute l'infrastructure pour arriver à collecter ces menuiseries et à les décomposer, les broyer et les retransformer en une nouvelle matière prête à fabriquer autre chose en PVC. Et ça nous intéresse beaucoup
parce que nous, c'est une matière première qui est directement utilisable par notre ligne de fabrication. J'ai une petite vidéo après d'1 minute, vous allez voir, qui résume tout ça. Et c'est en associant finalement les canettes, les bouteilles et les vieilles fenêtres qu'on arrive à faire un produit qui a plus de 50% recyclé et qui a aujourd'hui l'impact carbone le plus faible sur les produits de façade dans notre catégorie, qui sont les vêtures qui s'appliquent directement sur les bâtiments. Donc voilà, c'est ce que je disais là. Sur l'année 2024, en fait, on vient de certifier cette démarche. Quand on a fait le bâtiment Totem, on était en fin d'étape de certification, donc c'était un peu encore en arrière-plan. Mais maintenant, on peut le dire. Sur 2024, on va recycler à peu près 3 millions de canettes, 2 millions de bouteilles PET et près de 6000 menuiseries qui sont en fait réintégrées dans notre produit. Et ça nous amène à un produit donc à plus de 50% recyclé. Je vous projette la petite vidéo. Et en fait, on s'est dit, c'est souvent un peu compliqué de parler de décarbonation, c'est des termes techniques. Et en fait, on a l'opportunité de l'expliquer finalement très simplement. Donc, on a voulu faire une petite vidéo qui montre l'origine des déchets, typiquement les canettes, les bouteilles, les fenêtres. Comment est-ce qu'elles sont transformées dans une matière, je dirais, digérable par nous en tant qu'industriels, et comment elle devient un produit qui va aller sur les bâtiments et durer longtemps. Donc voilà, je vais la projeter. Hop. Voilà, donc on a pris, comme je l'expliquais, la canette, la bouteille et la menuiserie comme un peu les symboles de cette démarche. Donc si on regarde l'aluminium, il va d'abord être récupéré comme cela. Les canettes vont être fondues, elles vont être transformées en bobines d'aluminium prélaquées. Sur le plastique, c'est typiquement des bouteilles PET qui sont triées, qui sont transformées en chips PET et qui vont rentrer dans la composition de notre isolant. Et sur le PVC, c'est ce que je disais, les vieilles fenêtres déconstruites, broyées, transformées dans des granulés comme cela. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est Miral, à côté de Dijon, à Is-sur-Tille. On récupère les vieilles fenêtres et on en fabrique des rives en PVC qui serviront pour l'emboîtement. Les canettes qui rentrent dans la composition de l'alu avec le parement thermolaqué. La fabrication de la mousse avec les 6 bouteilles par mètre carré. Le panneau est fabriqué, découpé sur mesure et envoyé directement sur chantier, où là il est facile à manipuler, beaucoup plus rapide à poser. Et puis vous avez un exemple ici du projet qu'on a pu faire. Ça, c'est un projet de 10 000 m² en lien avec un bailleur social dans les Hauts-de-France, où finalement on utilise des déchets pour faire des produits vertueux qui vont durer plusieurs décennies. On parle d'à peu près 50 ans, et qui vont contribuer à faire à la fois des économies d'énergie, mais surtout à décarboner le bâtiment. Donc je vais illustrer ça pour terminer par quelques exemples de réalisation. Ça, c'est une étude qu'on s'est amusé à faire en début d'année, parce que ça fait 3 ans qu'on est sur cette démarche-là. On n'a pas du tout communiqué sur le sujet officiellement, parce que pour communiquer, il faut qu'on ait des valeurs officielles et certifiées. Et tant qu'on n'avait pas ces valeurs certifiées, les gens nous disaient « Bon, c'est bien votre approche, mais c'est quoi votre fiche ?» Je crois que Franck me l'a demandé plusieurs fois. « C'est quoi votre fiche FDVS ? Vous l'avez, les publiée ?» Et donc, quand on a officiellement été publié, on a regardé sur l'ensemble des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, c'est-à-dire sur plus de 150 produits au départ, où est-ce qu'on se situait. Donc, chaque point noir ici représente un impact carbone d'un système de façade du bâtiment. Donc on voit qu'en fait l'échelle elle commence à gauche ici à 150 kg de CO2 par mètre carré, et sur la toute fin sur la droite on est à peu près à 16-17 kg. Donc comme je vous le disais au début, on n'était pas si mauvais que ça malgré la connotation négative un peu qu'on pouvait avoir, parce qu'on était à peu près 40 kg, entre 40 et 50 sur le nombre de kilos de CO2 avant d'engager notre démarche. Et aujourd'hui on a divisé par quasiment 2. On a eu moins 44% de réduction de l'indicateur de carbone. On est à 21,6 kg, justement après avoir utilisé les canettes, les bouteilles, un produit qui est donc à 50% recyclé. Et du coup, on est fiers d'en parler et de le montrer parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça qui changent vraiment, je dirais presque leur modèle, leur stratégie pour aller vers ce monde-là. Et quand je vois des synergies comme celle-là, c'est toujours intéressant de les mettre en lumière.
Et pour terminer sur des touches un petit peu plus visuelles, donc le bâtiment que vous connaissez, j'ai mis d'autres photos parce qu'il y en a qui sont quand même vraiment très belles, avec le mix de matériaux entre la couleur foncée au-dessus, la partie presque qui laisse flotter entre le dessus et le dessous avec les panneaux miroirs qui sont utilisés sur les parties administratives, et le claire-voie sur la partie basse. Voilà, donc quelques photos de totems. Typiquement, là, c'est un projet sur un bâtiment d'habitation collective où on traite les parties hautes avec du joint debout, les parties inférieures avec des panneaux qui peuvent changer également de couleur, et puis avec des panneaux à recouvrement pour que, justement, dans le temps, on ait le moins de stagnation d'eau possible. Ça, c'est un projet qu'on vient de finir récemment avec une façade en aluminium avec un effet Corten. Et pour autant, c'est toujours le même alu recyclé, les mêmes bouteilles qui le composent. Ça, c'est un autre projet avec des couleurs un petit peu plus dorées. Voilà, on voit une autre face du même projet. Souvent, il y a un panache qui est fait avec des couleurs différentes sur les façades. On va de plus en plus aussi vers cette approche type joint debout, mais ça c'est une nouveauté, je parle à l'archi. On peut maintenant les mettre de manière aléatoire, justement pour casser la trame de 500 et s'aligner sur les fenêtres. Et donc en fait c'est un effet trompe-l'œil parce que chaque joint debout est emboîté tous les 50, mais on vient rajouter ponctuellement, selon l'image de l'architecte, là où on veut mettre les lignes qu'on souhaite faire ressortir. Mais on peut être aussi dans des choses beaucoup plus sobres comme celle-ci, avec là un panneau blanc platine. Il y a le côté bord de mer aussi qui est intéressant avec l'aluminium, et parfois des projets également comme ceux-ci qui s'intègrent dans une architecture un peu plus diverse. Et là on commence à faire ce qu'on appelle des massifications. On a de plus en plus de bailleurs qui souhaitent rénover leur parc. Là, typiquement, on a des contrats avec EDF qui rénovent autour de leur centrale hydroélectrique un peu partout en France. Et ce qu'ils recherchent, c'est dupliquer un process, non pas une fois sur une très grosse opération, mais 100 fois sur des petites opérations. Et là, on se rend compte que c'est très compliqué, parce qu'on est habitué à faire du neuf sur des choses qu'on maîtrise bien dès le début sur un bâtiment, mais répéter 1000 fois une petite opération, c'est très compliqué. Donc c'est un des exemples. Et puis je clôture avec notre nouveau siège de Miral qui a été inauguré récemment là, au mois de juin et qui se veut vraiment le démonstrateur de cette approche. Déjà là, on a des curseurs assez hauts sur le bâtiment totem. Sur Miral, on a été encore plus loin. On est sur un bâtiment CLT, donc d'un mode constructif dit biosourcé. Et par-dessus, on a rajouté une couche d'isolant qui est 100% issue de nos propres déchets de fabrication qu'on a reconditionné en isolant. L'aluminium, on a poussé les curseurs, c'est un alu, c'est une première mondiale. Il est composé à 100% d'aluminium recyclé, il n'y a aucun aluminium brut dedans. Le PVC est poussé à 100% d'aluminium recyclé, ce qui fait qu'en fait sur le global, on est à une façade qui est à 98% entre le mur, l'isolant complémentaire et le panneau, biosourcé ou recyclé, et sur lequel on a mis aussi notre démonstrateur avec l'innovation sur le claire-voie, qui ressemble un peu à Totem dans le sens où il y a le bandeau inférieur avec le claire-voie, il y a du miroir, il n'y a pas les couleurs foncées, mais puis le bâtiment est beaucoup plus petit. Mais c'est un peu l'illustration, voilà. Et là ici c'est une photo, c'est celle que je voulais montrer tout à l'heure à Corentin, où on a un panneau miroir derrière le claire-voie, ce qui donne une sorte de sensation de profondeur. On a l'impression que les bois lévitent un peu dans l'air, alors que c'est toujours les mêmes aluminiums et un seul et même produit derrière, sans ossature et qui se pose plus rapidement. Voilà, merci pour votre attention. Et puis en espérant que vous en saurez plus ce soir en repartant qu'en arrivant. En vous remerciant tous les 5, surtout Valérie Maleuf de nous avoir accueillis ici dans ce magnifique bâtiment. Et puis je vous invite à rejoindre le buffet, le cocktail pour profiter d'un verre. Merci.